Bonjour à tous, bienvenue sur Québecwood, le mur des plus grands médias. Aujourd'hui, j'ai pour vous une étude que beaucoup de gens attendent, et ça s'appelle une étude pour le troisième lien. Donc, un troisième lien qui respecte l'environnement. Est-ce que c'est possible? Donc, une étude commanditée par moi-même, pour les Québécois, pour l'intérêt public, de la transparence. Donc, basée sur les informations actuelles. Donc, pour commencer, je pense que pour avoir un projet de troisième lien qui respecte l'environnement, il ne faudrait pas politiser un projet sans étude du pape et en oubliant la présence de plusieurs facteurs qui jouent sur l'écologie. Donc pour moi, le premier facteur serait inéluctablement la protection des terres agricoles. En fait, je vais vous y aller tout de suite avec mes analyses finales. Puis après ça, on va y aller avec l'élaboration. Donc selon moi, l'étalement, en fait, mon analyse se base sur plusieurs principes, sur l'étalement des terres agricoles, sur l'étalement urbain, la densification, sur la capacité au projet à répondre aux besoins du transport dans sa zone et de diminuer les CO2, la congestion et les habilités économiques du projet, les besoins économiques qui en découlent, ce que ça répond aux besoins. Donc, pour ce qui est de l'étalement sur les terres agricoles, je trouve que l'enjeu est de moindres conséquences pour l'endroit situé. Je vais expliquer ça tantôt pourquoi. J'ai des sources. Pour ce qui est de l'étalement urbain et la densification, je vais donner encore raison aux gens qui sont pour le troisième lien, excusez-moi. Le projet est sans trop de conséquences pour la zone choisie. Au niveau de l'étalement urbain et de la densification, c'est un risque raisonnable. Pour ce qui est de répondre aux besoins en transport, je trouve que le projet ne répond pas aux bons besoins de la zone. Je trouve que là, on est à l'écart. On s'éloigne du but et du projet et du concept. En fait, je vais l'expliquer plus tard pourquoi. Pour ce qui est de diminuer les CO2, la congestion, je trouve qu'on est complètement dans le champ. L'enjeu est impossible à atteindre dans la conjoncture actuelle. Pour ce qui est des habilités, je vais l'expliquer aussi tantôt, je vais le détailler. Et les habilités économiques du projet, je trouve que c'est limité. Je trouve que l'offre, le détail est limité. Donc, vous voyez mes sources ici. Mais maintenant, je vais vous parler plus spécialement du projet. Excusez-moi, avec l'écran, c'est un peu difficile de monter jusqu'en haut. Bon. Avant de commencer, il paraît que le gouvernement du Québec nous montre sa toute nouvelle phase du tramway. Ça a comme, pas du tramway, mais du troisième lien. Donc, ça a commencé avec un gros projet. Ça y est, c'est l'annonce de toutes les annonces. On vous en avait amplement parlé la semaine dernière. Il y a eu aujourd'hui une pluie de milliards sur Québec et sur Lévis. Le gouvernement livre enfin sa vision du transport pour la capitale. Allons voir ce que ça implique. Il y a 4 axes. L'axe qu'on connaît le plus, c'est le tramway. S'ajoute à ça maintenant le tunnel qui va apparaître ici en rouge. Les voies réservées au nord, il y en a beaucoup en bleu et également au sud, principalement sur le boulevard Guillaume Couture et un réaménagement majeur à la tête des ponts. Nous allons prendre le temps qu'il faut ce soir pour que vous ayez un maximum de réponses à l'ensemble de vos questions. Nos journalistes ont chacun un morceau de l'histoire. Marc-Antoine Lavoie, allez. Ce qu'on veut voir, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut voir, c'est cette énorme structure qui va passer sous terre et qui a juste aucun sens. Je pense qu'on a perdu le bout qu'on voulait avoir. Doit aussi obtenir l'appui du fédéral pour se réaliser, accompagner le déploiement des autoroutes et obtenir l'appui du fédéral pour se réaliser. Il n'y a pas de raison que notre capitale nationale, qui est une région importante, pas de raison que Chaudière-Appalaches n'ait pas droit à leur part de ce gâteau des projets de transport collectif.
Donc, on nous parle supposément d'un Le projet gouvernement d'avenir. martèle qu'il s'agit d'une simple mise à jour, mais exit le méga-tunnel entre Québec et Lévis à 6 voies et 2 étages. La CAQ C'est fini les 6 voies puis les 2 étages. On se rend compte que c'était peut-être un petit peu trop gros. Promutuel est là. Promutuel Assurance est là, 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 là. En tout cas, si on fait un gros tunnel, ça serait peut-être une bonne idée de prendre une promutuelle parce que s'il arrive une grosse inondation, la 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 la. Non, mais quitte à avoir des publicités, c'est ça que je me dis. Hein. Après avoir lancé la première épicerie en ligne au Québec et la première app pour faire votre épicerie de n'importe où, IGA réinvente l'épicerie en ligne. Voici, voilà, un nouveau service hyper précis avec livraison à temps. Je suis désolé pour ces publicités. Commandité dans cette étude, c'est pas ma part. Le gouvernement martèle qu'il s'agit d'une simple mise à jour, mais exit le méga-tunnel entre Québec et Lévis à 6 voies et 2 étages. La CAQ revoit ses plans. Un tunnel bitume qui aura une gestion dynamique des voies. Un projet modifié, moins cher et qui va néanmoins continuer d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Le gouvernement propose 2 petits suis pas sûr tunnels, que deux 2 tunnels, voies ça va chaque coûter pour moins réduire cher. les coûts de 25 à 6 milliards 500 millions de dollars. La nouvelle mouture aura des voies réservées aux autobus. Comment faire 2 tubes au lieu d'un gros tube peut coûter moins cher? Pouvez-vous m'expliquer ça? Je suis pas sûr que ça va coûter moins cher. Mais seulement aux heures de pointe. Le ministre Bonnardel a donné peu de détails et n'a pas de nouvelles études à présenter. Je travaille là-dessus, là. La CAQ soutient que 126 000 voitures empruntent le pont Pierre-Laporte Il travaille sur ses études. Ben, moi, j'en dépose une ce soir, une étude. chaque jour. D'ici 2036, on prévoit qu'il y aura presque 143 000 déplacements entre les deux rives. Et le gouvernement souhaite aussi encourager le développement des communautés plus à l'est. On est qui pour dire à ces familles, parce que ça, c'est la mode aujourd'hui, la densification, que tu dois vivre dans une tour? Le gouvernement seul peut décider s'il va de l'avant ou non sans l'appui du maire de Québec. Aujourd'hui, je ne peux pas faire l'apologie de ce projet-là. Bruno Marchand n'est pas convaincu. Pour l'instant, les impacts sur l'environnement du tunnel l'inquiètent. L'étalement urbain. Des impacts sur l'environnement ne sont pas évalués, sauf par moi. Donc, on va commencer. Donc, pour moi, le premier facteur... le premier facteur qui serait inéluctablement la protection des terres agricoles. Selon des analyses populaires, des scientifiques prétendent que le tracé sous l'île d'Orléans pourrait provoquer de l'étalement urbain. Pour se raccorder à l'autoroute 20 au sud, l'axe routier traverserait inévitablement une vaste zone agricole consignée à l'aire urbaine de Lévis. Par contre, les constats. L'occupation de la terre agricole à Lévis n'est pas menacée plus que ce qu'on pense. La zone agricole occupe une grande partie du territoire de la ville de Lévis, soit 73% en fait. La portion du territoire agricole qui est effectivement occupée par des exploitations agricoles est moins importante ici que dans les régions à proximité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fond, il y a encore plus de terres agricoles autour. Ce qui veut dire qu'autour de la région, en plus, l'exploitation agricole dépassait ce chiffre. Donc, on peut même en conclure qu'à Lévis, en plus qu'autour, c'est la densification des villes qui semble plus menacée que l'étendue des terres agricoles. Donc, c'est ce qu'on réalise. Il y a moins de villes. La ville est plus menacée à Lévis que les terres agricoles en tant que telles. En fait, il y a pas mal plus de place pour les terres agricoles que pour les villes. Comprenez-vous? Donc ici, j'apporte une carte de l'étendue de la densification de la ville de Québec sur Google Maps versus celle de Lévis qui, par rapport à sa superficie, est bien au contraire de la ville de Québec. Ce que je dis par là, c'est que Québec et Lévis, c'est deux villes qui sont faites complètement différemment. On a d'un côté une ville qui est très urbanisée et de l'autre une ville qui est très agricole. Donc dans ce domaine,
les deux villes existent et vivent dans une réalité parallèle. De ce fait, la croissance démographique serait en forte hausse et ce plus à Lévis qu'à Québec, où ce qui serait plus stable. Mais fait plus intéressant, les permis de construction dans le domaine résidentiel ont explosé à Lévis dans les dernières années et auraient presque doublé en revenus en même pas 6 ans pour une somme de presque un demi-million de dollars. La ville serait en pleine expansion et urbanisation dans les faits. Jamais autant les permis dans le domaine résidentiel ont autant augmenté à Lévis, donc Lévis est en pleine expansion de ses zones résidentielles. Ça va bien, ça s'étend. Une ville qui est très urbanisée, malgré le fait que si Québec vit la disparition et la perte de la nature, je rappelle que des 444 km formant la ville de Lévis, notons que seuls 10% sont urbanisés, 48% sont cultivés, 36% sont sous couvert forestier, alors que les milieux humides représentent 6% du territoire. Ce qui veut dire que dans les faits, Lévis offre une connexion naturelle à la ville de Québec et la ville de Québec a un accès mobile à la ville de Lévis. Donc, sur le plan de l'étalement urbain, Lévis a raison d'être pour les projets routiers et son expansion urbaine, et la ville de Québec a raison de dire non à cette expansion qui est démesurée chez elle et de prévenir sa ville voisine du risque de cette expansion automobile sur l'étalement urbain. On voit ici une carte, et on voit ici que Lévis a pas mal plus de terres agricoles, puis Québec, c'est une grosse ville urbanisée. On a ici une carte des ponts du trajet autoroute actuel et des ponts du troisième lien qu'on voudrait faire pour faire un réseau d'autoroutes reliés entre eux. Il est pas mal plus fluide. On a ici une carte du centre-ville de l'endroit le plus densifié. Également, où ce qu'on voit, c'est qu'il y a le plus de monde. Finalement, c'est vraiment la place où ce qu'il y a le plus de monde sur notre carte. Autrement, on rentre dans des terres agricoles. Donc, sur cette image, on nous propose ici 3 tracés différents qui sont plus ou moins judicieux de l'espace utilisé. Dans les faits, on a choisi le point 1 et 2 pour faire ce projet de pont à la base. Les ponts de Québec comme premier lien et le pont Pierre-Laporte comme deuxième lien, ce qui représente un long étalement urbain sur le point de traversée du premier lien en bateau à la base initialement déterminé sur le point 3, potentiellement offert un pont à l'époque. Parce qu'avant, il y avait déjà des liens par bateau qui se faisaient entre Québec et Lévis ici. Un lien sur l'île d'Orléans viendrait inaliénablement entacher la vue sur le fleuve et gâcherait des terres agricoles de renommée culturelle et historique et favoriserait un étalement urbain sur une zone non sollicitée à ce projet. De même que ce qui a fait les 2 ponts de Québec qui ont été faits et bâtis à une aussi longue distance, ce qui à l'époque était mal calculé dans le développement, parce que quand on regarde l'emplacement du pont de Québec, là, on réalise qu'il y a une énorme densification. Une énorme densification autour du pont de Québec. On le voit ici, là, la grosse densification. Donc, lorsque les écologistes disent que le troisième lien serait une grave atteinte aux terres agricoles, je me permets de leur répondre que dans les faits, il ne peut pas faire pire que tous les projets autoroutiers du passé, comme l'extension de la A440 dans le centre-ville de Québec et de la A973, sans compter le principe de la 138 et la 175 qui sont devenus n'importe quoi au bout du réseau et que de simples autoroutes boulevards mal conçues aussi pire que le boulevard Charest. La 440 même pas connectée à Sainte-Anne-de-Beaupré sur l'autre bout de la A440 et de la 973 dans cette conception déconnectée. Un méga réseau d'autoroutes créé en vain puisque aucune artère ou presque rien
ne se joint fluidement dans ce labyrinthe routier qui communique simplement pas ensemble finalement. Donc, pour les gens qui se demandent de quoi je parle, ben c'est de ça que je parle. Les gens qui suivent ma souris, on a la 973 qui arrive ici au centre-ville, puis pouf, qui finit sur rien. La 440 ici qui fait pareil. Ça débouche sur rien, là. On a ici le boulevard de 138 qui est une autoroute qui finit en genre de rue boulevard. C'est pareil avec la 175 ici qui fait comme qui passe par la colline parlementaire. C'est n'importe quoi. Donc, le deuxième principe de mon évaluation environnementale se base sur l'étalement urbain. Parce qu'étant donné que j'ai réussi à prouver que sur l'étalement des terres agricoles, il n'y avait pas vraiment de danger, mais il y avait quand même un risque pareil, mais il est très léger. Ben là, j'ai commencé à regarder l'étalement urbain. Les experts sont déjà clairs sur un fait. Le développement résidentiel et commercial le long de l'axe est une conséquence probable du prochain lien de transport que nous voulons faire. Voilà pourquoi le choix de l'emplacement est primordial. Mais surtout parce que si ce lien contribue à la place à l'étalement urbain de nos villes, alors là, nous risquons de perdre toute notion et sens de la réduction des gaz à effet de serre et du but initial du projet d'améliorer les infrastructures routières et la résilience des réseaux routiers face au changement climatique. Cet étalement urbain ne contribuerait pas à la densification des centres-villes de Lévis et de Québec, sauf à une condition nécessaire, à la mise sur pied d'un système lourd de transport en commun qui permettrait une baisse des gaz à effet de serre. Ça ne peut pas être plus simple et évident. Les experts en climat disent clairement que si ce projet n'est pas fait dans un centre-ville avec du transport en commun lui donnant une priorité, alors ce projet est voué vers un échec climatique. Donc, le troisième lien ne peut pas être fondé sur un principe autoroutier, mais inclure un lien de transport en commun qui va dans le sens des énergies renouvelables et ce lien devrait être fait loin des terres agricoles et a priori dans un secteur de la ville condensé et bien développé où le besoin en transport est en forte demande comme des deux côtés des centres-villes de Québec et Lévis. Le lien devrait être souterrain et anti-inondation ou inclure des pompes à eau car il serait en territoire inondable et le projet serait en devoir de ne pas changer le paysage et défigurer les vestiges historiques des deux villes et paraître dans le visuel et ne devra pas démontrer en apparence plus de place aux autoroutes de notre paysage. Ces éléments sont essentiels à l'acceptabilité sociale de son milieu, selon moi. Ça reste une opinion puis une hypothèse parmi tant d'autres. C'est pas absolu, c'est une hypothèse. Mais selon moi, je pense que c'est ça. Puis pour beaucoup. Le tracé entre les deux centres-villes est présentement par le gouvernement comme étant une façon de contrer l'étalement urbain en rééquilibrant l'aménagement du territoire. Le maire de Québec, Bruno Marchand, croit qu'à l'inverse, le projet favorisera nettement l'étalement urbain sur la rive sud du fleuve. Dans les faits, le projet va réduire et risque de limiter l'étalement urbain de Québec en freinant et corrigeant les erreurs de tracé du circuit autoroutier, seulement s'il est fait intelligemment et dans le but est d'améliorer le réseau et sa fluidité à Québec, celui de Lévis, si elle se base sur la densification de base. Dans le fond, ce que je dis, c'est que le réseau il va augmenter la fluidité à Lévis si elle se base sur la densification de base du réseau existant. Dans les deux cas, les deux villes ont l'objectif souhaité par le projet, donc l'enjeu de la densification n'est pas le problème majeur et n'est pas un enjeu solide au projet. En conclusion, le projet peut obtenir deux objectifs différents dans un milieu totalement différent. Voir ici plus bas, lien Saint-Louis-Charny,
Non, le troisième lien n'est pas pire pour l'étalement urbain qu'un autre projet routier, bien au contraire. S'il est bien fait, il peut réduire le réseau et le raccourcir pour économiser les liens du réseau. En conclusion, le lien déjà existant encourage déjà trop l'étalement urbain et le résultat est un réseau autoroutier complètement désorganisé dans notre capitale nationale. Dans le fond, on a ici un endroit idéal où faire un lien autoroutier, où c'est condensé, où il y a des liens existants, où c'est propice à l'étalement urbain. Puis on a ici un endroit où ce qu'on a fait un auto, où ce qu'en fait c'est propice, je veux dire, pas à l'étalement, mais au condensement urbain, à la densification, au contraire de l'étalement urbain. Puis ici, on a une zone dans laquelle on a fait 2 ponts et où on assiste finalement aux conséquences de l'étalement urbain. Voyez-vous, là? On a Sainte-Foy de Sillery, Cap-Rouge, Saint-Louis et les chutes de Chaudière-Ouest, on a Charny. Regardez comment Charny s'est développé. Et a fini par faire de l'étalement urbain, au contraire de Lévis. Voici ici plus, quand on zoome, là, regardez. Donc, la suite de mon analyse se base sur répondre aux besoins en transport. Est-ce que le troisième lien répondra aux besoins routiers? Les études prouvent que le besoin est ailleurs. Et c'est logique de regarder l'ouest de la ville. L'organisme Accès Transport Viable affirme que l'enquête origine-destination menée par le ministère des Transports prouve que la majorité des citoyens travaillent à l'ouest de l'axe de l'autoroute Laurentienne. Le troisième lien devrait plutôt être localisé dans l'ouest de la ville, là où l'on trouve actuellement les ponts de Québec ou Pierre-Laporte, ou plus directement entre les deux centres-villes. Mais selon Accès Transport, un troisième lien serait doublement inutile parce que selon les études menées, les gens travailleraient majoritairement à l'ouest de la ville. Et si on ouvre une carte de la ville de Québec, on réalise que celui a du sens puisque la ville de Québec s'étend sur des kilomètres de réseau autoroutier à peine desservi par le transport en commun. L'Ouest n'a pas besoin de ponts mais de tramway. Un lien routier à l'est de la ville ne viendrait pas répondre à la demande des milliers de travailleurs qui voyagent dans l'ouest de la ville. Et si le réseau d'autoroutes fonctionnait autant l'ouest de la ville, qui en est plutôt bien desservi, et les gens de Québec ne viendraient pas se plaindre du système de transport actuellement vétus. Donc le seul contexte qui était réaliste ici était de faire un lien qui reconnecte l'ouest et l'est en transport en commun sans créer plus de voies routières. Le seul lien plausible est donc celui fait dans un contexte de rejoindre le besoin à la demande à l'ouest pour le connecter à l'offre à l'est, mais sans créer de nouvelles structures routières et en faisant la promotion du transport en commun et partagé et collectif. La seule alternative possible à la condensation de la densification de la zone choisie, notez que lorsque je dis qu'on ne doit pas créer de nouveaux liens routiers dans le Québec, dans la ville de Québec, du moins, rien ne nous interdit cependant de dénouer certains liens pour reconnecter des liens de même nom ensemble et reconnecter des voies ensemble qui ont été déconnectées par l'avenir ou le passé, là, si la connexion est fluide et dans un but d'une connectique intelligente. Donc, selon moi, le projet pourrait révolutionner les transports ou les rendre encore plus anarchiques. Est-ce que le troisième lien répond à la demande en transport des travailleurs? La réponse est déductablement sans plus d'offres de liens en transport en commun et collectif, eh bien, pas vraiment. Il ne répond pas aux besoins, malheureusement, pas complètement. L'ouest de la ville est parfaitement desservi par l'autoroute et saturé. L'offre n'apporte pas plus de débouchés en fin de compte sur le bout de la ligne. C'est ma constatation. Bien beau renchérir et faire plus d'autoroutes, si ça marche pas, ça marche pas. Donc, on a ici tout l'ouest de la ville. Comme vous voyez, il y a beaucoup plus de travailleurs qui voyagent dans ce secteur que par ici. Diminuer les CO2 et la congestion automobile. Deux enjeux placés ensemble car elles sont à effet induit. Pour commencer, il est logique que si on augmente le réseau routier de la ville de Québec et de Lévis,
en construisant une autre ligne routière, que plus de voitures rouleront et emprunteront nos routes sur les réseaux de la route, et ainsi inévitablement dans un Québec en retard dans sa transition et qui n'est pas décarbonisé de son économie, parce que le retrait de la voiture à essence ne se fait pas avant 2035. Plus de monde consommera de l'essence et produisent des gaz à effet de serre et du CO2 d'ici 2050 assurément si on suit cette voie. La vente de véhicules à essence est interdite dès 2035 au Québec. À Ottawa, le gouvernement a déjà dit espérer mettre fin à la vente de véhicules neufs à essence d'ici 2040. Et or, on ne parle que de la fin de la vente de voitures neuves, pas de la fin de la voiture à essence sur nos routes. De nombreux intervenants, dont 8 groupes environnementaux, s'opposent à ce projet déjà. Déjà, lorsque 8 groupes environnementaux s'opposent à ton projet, il faut se remettre en question sur la qualité de l'offre environnementale de celui-ci par rapport à la société. En plus d'évoquer des objectifs de développement durable, la recherche dans le domaine indique qu'une telle structure ne réglera pas les problèmes de congestion automobile. Non seulement elle ne va rien régler, mais encourager la voiture alors que la voiture électrique n'est pas plus accessible sans aucun principe de rétrofit et de conversion des voitures thermiques à essence en voitures électriques avant la mise en marché du troisième lien routier. Autrement, sans l'arrivée de la voiture électrique et avoir remplacé 75% du réseau routier en voiture électrique avant 2025, je ne vois pas comment un lien routier serait éco-responsable et logique. Le principe du tarif induit est dur à comprendre. C'est comme un aqueduc où le réseau routier retient sa fluidité. Le risque du trafic induit est avancé, soit le volume du trafic supplémentaire généré par la création ou l'amélioration d'une infrastructure de transport. Ce phénomène explique que l'augmentation de capacité d'un réseau de transport ne diminue pas la congestion de celle-ci puisqu'elle attire de nouveaux usagers ou augmente les distances parcourues impliquées par un changement territorial des origines-destinations d'un point A à un point B. Le développement du transport collectif serait alors la solution à retenir. Parce que selon les statistiques basées dans le monde, si on réduit la place du réseau routier, alors les condensations routières vont diminuer massivement dans les statistiques. À San Francisco, à la suite de la fermeture de la Central Freeway en 1991, le trafic moyen journalier sur les axes périphériques a diminué de 22%. De 22% à 20% des usagers ont déclaré se déplacer moins. En fait, il a diminué de 22%, puis 20% des usagers ont déclaré se déplacer moins. À Séoul, la démolition du viaduc autoroutier de la Cheonggincheon en 2005 s'est traduite par une réduction de trafic de 9% en traversée du centre-ville et de moins 2,3% vers le centre-ville. À Rouerme, l'incendie d'un camion-citerne sur le pont Mathilde en octobre 2012 implique sa fermeture jusqu'en août 2014. Cette fermeture a engendré une baisse de 12% des déplacements. En octobre 2018, le ministre des Transports affirme que le troisième lien servira pour une interconnexion du transport en commun entre Québec et Lévis. Le transport en commun est une condition essentielle formulée par le gouvernement fédéral pour sa participation au projet. La science est claire. Plus tu construis des réseaux, plus tu augmentes ta consommation et plus tu sollicites les gens de l'encourager. Le simple fait d'améliorer l'offre entraîne une action et réaction et une élasticité des besoins à la demande. Ça ne veut pas dire barrer les routes et interdire leur accès et démolir le réseau routier, mais de prendre le principe du trafic induit dans le sens du transport en commun et en profiter pour développer un réseau de transport adapté recherché. Donc pour moi, la conclusion est claire, le troisième lien ne peut que dans les décisions actuelles prises par le gouvernement du Québec et la conjoncture des choses, s'il est réalisé sous la forme actuelle de projets routiers, ne faire qu'augmenter encore plus les gaz à effet de serre et encourager la voiture non électrique et l'industrie du gaz pétrolier en plus de retarder la transition énergétique et de ne pas répondre aux besoins de décongestionnement de la ville de Québec, autant de Lévis. Le but initial du projet initialement. Le projet ne peut pas faire vivre les industries de l'automobile. Le projet ne peut que faire vivre en fait les industries de l'automobile, mais à notre propre détriment environnemental dans les prédictions des faits actuels. Maintenant, j'ai analysé les habilités économiques pour la province à réaliser les projets. Le projet. Les habilités économiques à réaliser un tel projet sont faibles compte tenu rendu de l'inflation.
les prix des matériaux et la conjoncture économique et prévaut déjà des dépassements de coûts astronomiques. Du fait que cette mégastructure est mal adaptée aux besoins et réalités de ce siècle et au changement climatique, comme le doute de sa résilience face à l'inondation des puits et la fonte des glaces dans les changements climatiques. Compte tenu de tous les éléments cités, le projet aurait sensiblement de bonnes vertus économiques pour la province et la région, mais compte tenu du contexte climatique dans lequel on vit, je doute de la pérennité pour le Québec d'investir et soutenir une structure à long terme de ces investissements magistraux, une structure qui va coûter des sommes colossales à entretenir et dont on ne peut pas assurer nécessairement son adaptation 100% au changement climatique, son adaptation à la réalité d'aujourd'hui face à l'éco-responsabilité de ce qu'on devrait faire. Donc, je reviens sur l'étalement sur les terres agricoles. L'enjeu est moindre. L'étalement urbain et de la densification, encore là, l'enjeu est raisonnable. Répondre aux besoins en transport, je pense qu'on est dans le champ. On n'a pas le projet ne s'attarde pas s'adresse pas à la bonne époque, à la bonne population. On n'a pas le bon projet pour ça. Le projet ne répond pas aux attentes de ce côté-là. Diminuer le CO2 et la congestion, encore là, le projet ne répond pas aux attentes. Les habiletés économiques du projet, ça ne nous concerne pas, mais encore là, un projet qui dépense beaucoup d'argent pour ne pas répondre aux attentes écologiques, aux attentes de son projet, aux attentes en termes de transport, d'adaptation, de besoins. Selon moi, en termes d'écologie, c'est 4 sur 10. Là. Donc, c'est pas beaucoup, là, 4 sur 10. C'est pas une grosse moyenne. En fait, t'as pas la moyenne. So, what's the secret? How have you guys made it work so long? We have a deep, almost spiritual connection. Le gouvernement martèle qu'il s'agit d'une simple mise à jour, mais exit le méga-tunnel entre Québec et Lévis à 6 voies et 2 étages. La CAQ revoit ses plans. Un tunnel bitume qui aura une gestion dynamique des voies. Un projet modifié, moins cher et qui va néanmoins continuer d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Le gouvernement propose 2 petits tunnels de 2 voies chaque pour réduire les coûts de 25 à 6 milliards 500 millions de dollars. La nouvelle mouture aura des voies réservées aux autobus, mais seulement aux heures de pointe. Le ministre Bonnardel a donné peu de détails. Donc, une nouvelle mouture avec une offre moindre en transport en commun. Et n'a pas de nouvelles études à présenter. Je travaille là-dessus, là. La CAQ soutient que 126 000 voitures empruntent le pont Pierre-Laporte chaque jour. D'ici 2036, on prévoit qu'il y aura presque 100... Ça fait que 126 000 voitures empruntent un pont qui devrait avoir 2 voies de bloquées parce qu'il est plus capable de supporter autant de charges, parce qu'il y a des défauts puis il y a des problèmes. Le pont, on ne veut pas nous dire c'est quoi qu'il y a. 43 000 déplacements entre les deux rives. Et le gouvernement souhaite aussi encourager le développement des communautés plus à l'est. On est qui pour dire à ces familles? Parce que ça, c'est la mode aujourd'hui, la densification, que tu dois vivre dans une tour. Le gouvernement seul peut décider s'il va de l'avant ou non sans l'appui du maire de Québec. Aujourd'hui, je peux pas faire l'apologie de ce projet-là. Bruno Marchand. Il n'y a personne qui dit à personne d'aller vivre dans une tour, là. On n'est pas convaincu. Pour l'instant, les impacts sur l'environnement du tunnel l'inquiètent. L'étalement urbain, on peut pas être rassuré. Est-ce que l'étalement urbain, ça signifie que les communautés ne peuvent plus se développer? C'est un non-sens. Le maire de Lévis, lui, est sans équivoque. Moi, je trouve que c'est un excellent projet. Je suis convaincu que ce projet-là va... Est-ce que l'étalement urbain, c'est un projet qui dit qu'on peut plus se développer? Non, c'est pas vrai. Non, surtout à Lévis. Lévis, selon mon rapport, Lévis a le droit de se développer. Lévis compose même pas 10% de sa terre en termes de ville. C'est une très petite ville, très déjà densifiée. Vous battez des records en densification, Lévis. Pour vrai, je viens de le prouver. Ça fait que victimisez-vous pas, là. Vous avez de quoi être fier. Va aller chercher l'acceptabilité sociale. Les citoyens. Vous l'avez, l'acceptabilité sociale pour le projet à Lévis. C'est à Québec que ça passe pas. C'est ça, là, mon rapport, il dit finalement. C'est qu'à Lévis, il y a une acceptabilité sociale pour le projet, c'est clair. Mais à Québec, non.
C'est deux villes avec deux réalités différentes, sont pas au même point. T'en as une qui est presque pas densifiée par rapport à sa région, puis l'autre est trop densifiée. Le projet s'oppose d'un côté, de l'autre côté, c'est normal qu'il ne s'oppose pas. 50-50 d'acceptabilité sociale. C'est plate, hein? Les citoyens sont partagés. C'est une bonne chose d'avoir un tunnel. Je pense pas que c'est une bonne idée. Moi, je pense qu'on devrait entretenir ce qu'on a déjà. Correct avec ça, hein? Oh oui, moi, c'est quelque chose qui me plaît. C'est un projet qui est nécessaire. Alors que le fédéral répète que ses priorités demeurent les projets de transport en commun, François Legault est catégorique. Il réclame qu'Ottawa paye une partie de la facture. Évidemment, là, moi, je m'attends, puis je veux pas envisager d'autres scénarios que de voir le fédéral présent pour 40%. Le gouvernement Legault... C'est parce que ça coûtera pas 6 milliards, ça va sûrement coûter le double. Coûter cher, là. Fait que payer 40% du double, là. avait promis une première pelletée de terre pour son projet de troisième lien avant la fin d'un premier mandat. Il lui reste un peu moins de 6 mois. Ici... Donc, ce soir en direct, vous avez... je peux pas dire qu'il n'y a plus d'études maintenant sur le troisième lien. Il y en a une. 27. Donc, pour les gens qui veulent le lien, le voici. Donc, c'était Éric Tremblay-Dionne qui vous propose une étude sur le troisième lien sur Québec Wood. Je vous la mets également pour la lire en écrit, pour les gens qui préfèrent l'écrit.